aujourd'hui, on se retrouve en plateau pour le premier live Twitch. Alors, on espère que vous allez tous bien. On est ce soir très entourés et on voit déjà que dans le chat, ça commence. Ça veut dire que c'est bon par là-bas. Donc, ce soir, l'idée, ça va être d'aborder une campagne que la France Insoumise a lancée localement, à savoir aller à la rencontre des quartiers populaires. On va avoir plusieurs plateaux autour de l'émission. On va parler dans un premier temps de la ville est-elle inclusive et dans un deuxième temps parler aussi de la question du droit au logement. Et donc, Faire mieux, c'est un média militant qui avait cette volonté-là de donner la parole à ceux qu'on n'écoute pas et également donner la parole aux militants de la France Insoumise et d'ailleurs d'autres associations pour permettre d'avoir une vision assez complète, précise, puisque en participant à la Convention citoyenne pour le climat, j'ai pu voir ce qu'était l'expression citoyenne. Je pense que chaque citoyen a quelque chose à dire de manière experte. Vous dire que faire mieux, le blog a permis, entre guillemets, à 2500 personnes de s'informer sur l'actualité, on va dire, militante sur Nantes et sur sa région. Plus de 250 000, 2500 personnes sont venues visiter en un an, on fête les un an et on a décidé de lancer un live. Vous dire également à nos militants, je m'adresse vraiment à toutes les petites mains, à toutes les personnes qui ont fait à la fois que cette émission soit une bonne chose et soit sur les rails, mais également aussi à nos militants qui sont partis à la rencontre des quartiers populaires pour retrouver les témoignages de personnes sur le terrain en faisant ce qu'à la France Insoumise on aime beaucoup faire, savoir les porte-à-porte. Du coup, dans le chat, on voit que vous êtes nombreuses et nombreux. On a pour l'instant 55 personnes. Vous n'hésiterez pas, bien évidemment, à faire quelques petits passages dans le chat. Si on a des camarades qu'on reconnaît, qu'on reconnaîtra, on fera un big up. Moi, je vois Baptiste, que je connais, qu'on verra tout à l'heure dans un document. Je vois Bjornville qu'on connaît bien, Baby Superstar, donc bravo et bienvenue. C'est l'avantage de Twitch. Voilà. Donc ce soir, on va s'attaquer à deux grands chapitres, la ville inclusive et le droit au logement. Un chiffre clé, en fait, une personne sur 5 est concernée aujourd'hui dans notre région par la précarité énergétique. Et ça veut dire que beaucoup de citoyens, entre guillemets, galèrent pour se chauffer en hiver et se rafraîchir l'été. On a autour de la table un plateau très divers, plutôt engagé. Ils vont donc nous parler à la fois d'un côté militant de ce qu'ils peuvent voir et entendre, et également aussi des associations qui sont présentes ce soir pour nous accompagner dans l'expertise qu'ils peuvent avoir dans la rencontre des personnes. Voilà. On aura à la fin un tour, une conclusion et puis une réponse à vos questions. Et vous n'hésitez pas, surtout pas, à faire des questions dans le chat. On en prendra et des suggestions vers vous, et puis même vos... des réflexions, des suggestions. Exactement. Et vos expériences. Parce que l'expérience, ce soir, est à l'honneur. Donc, dans un premier temps, je vais demander à mon camarade Maxime Viancin, militant de la France Insoumise, graphiste à la ville. Également, c'était l'un des représentants, donc pour ceux qui ont pu voter dans la 10e circonscription de Loire-Atlantique, c'était le représentant du NFP sur cette circonscription. Et en recevant de la France Insoumise ce mail organisé près de chez vous des rencontres nationales des quartiers populaires, on s'est tout de suite échangé avec Maxime et je lui dis bonsoir. Merci, bonsoir tout le monde. Merci William pour l'introduction. Alors moi, je vais vous parler très brièvement de ce qu'on a pensé, de comment est-ce qu'on s'est organisé pour répondre à cette demande qui nous est venue de la France Insoumise de comment est-ce qu'on peut organiser une rencontre nationale des quartiers populaires, puisqu'on était assez libre dans le format qu'on pouvait choisir.
Je reviens très brièvement sur ce que c'est les rencontres nationales des quartiers populaires. Comme leur nom l'indique, elles sont nationales. Donc, à la base, ça vient d'une organisation qui avait été faite autour du député Éric Coquerel, qui est élu en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis et Saint-Ouen, si ma mémoire est exacte, qui avait organisé une première rencontre en 2018, qui avait été couronnée de succès. Il y avait notamment, je me souviens, Assa Traoré qui avait participé à ces rencontres. Ça avait permis de riches échanges autour de la thématique, des problématiques des habitantes et des habitants des quartiers populaires. Puis une deuxième édition a été faite l'an dernier, et c'est pareil, c'était une édition qui était organisée nationalement et donc cette année, pour la première fois, on nous a demandé proposé d'organiser quelque chose en local, histoire d'étendre le parapluie, du dispositif et donc, nous avons pensé une campagne en 2 temps. Partant du principe que, il pouvait être compliqué de réunir, des habitantes et des habitants des quartiers populaires parce que pris dans les galères de la vie, c'est pas toujours évident de se ménager du temps pour aller discuter, dans une salle avec, d'autres militants. Donc nous, on s'est dit qu'on allait aller vers, c'est-à-dire faire ce qu'on sait faire de mieux comme militante et comme militant de la France insoumise, à savoir du porte-à-porte pour aller collecter des témoignages autour de 2 thématiques principales. La ville inclusive, comme William l'a évoqué, donc pour tout ce qui touche aux questions de discrimination, de racisme, d'islamophobie, de sexisme, de LGBTQI-phobie. Et le deuxième thème qu'on a choisi, c'était le droit au logement, donc avoir accès à un logement digne, avoir accès à un toit déjà, dans une ville, une métropole où le logement est une problématique quotidienne pour des dizaines de milliers de personnes. Mais on y reviendra dans un second temps. Et du coup, pourquoi on a opté finalement enfin, les techniques sont diverses, hein. Dans toute la France, c'est organisé ce rendez-vous-là. D'autres militants ont souhaité faire des choses en vrai. Pourquoi nous, on est parti sur ce média en particulier, à ton sens, et que vont devenir en fait les échanges qu'on peut avoir ce soir? Alors, à mon sens, le choix qu'on a fait, donc comme tu l'as rappelé, faire mieux, à peu près 1 an, je me souviens plus la date exacte où on l'a lancé parce qu'on a fait ça, très rapidement, parce qu'on était pris dans l'enthousiasme du nouveau projet. Mais l'idée, c'est qu'on puisse, continuer à animer des tables rondes autour de ce média, sur ce format. Alors on le fera probablement évoluer. Aujourd'hui, c'est un ballon d'essai et il y avait cette envie, pour la deuxième partie de l'opération des rencontres des quartiers populaires, bah, de tenter un nouveau format, de tenter, comme tu l'as dit en introduction, une nouvelle aventure. Donc on espère que ce format vous plaira et que, on pourra continuer. Et donc par ailleurs, on a reçu beaucoup de témoignages et ça, c'est vraiment, heu, on peut remercier à la fois toutes les personnes qui, se sont bougées pour aller, au mois de janvier, puisqu'on a commencé vraiment la récolte des témoignages juste après, les congés de fin d'année. Donc les militantes et les militants se sont remobilisés autour de ce projet qui a rencontré quand même un bel accueil, parmi nos camarades. De nombreuses actions ont été organisées et on a eu des dizaines et des dizaines de témoignages, qui soient écrits, audio, filmés et on vous en montrera quelques-uns parce qu'ils servent, l'idée est qu'ils servent de base à la discussion, aux discussions que nous allons avoir ce soir. Et donc, encore une fois, donc merci aux camarades qui ont participé et surtout merci aux personnes qui ont accepté de jouer le jeu, de répondre. J'espère, en tout cas, on leur a laissé l'adresse du média pour qu'elles puissent qu'elles puissent suivre le fruit de leurs échanges avec nous. Donc on espère que elles nous regardent en ce moment. Merci camarade, un grand merci. Tout à l'heure, on te retrouvera du coup sur le plateau du logement, mais tout de suite, sans plus tarder, on va passer au premier plateau sur la question de la ville inclusive. Aujourd'hui, on a beaucoup trop de nos concitoyens, quand on va les voir, qui nous disent qui se sentent exclus ou invisibilisés. Et clairement, ça prend plusieurs formes, soit la discrimination à l'embauche, soit le manque d'accès aux services publics de proximité, ou à la stigmatisation en raison même du quartier d'où on vient. Et un chiffre qui fait réfléchir, en France, 20 personnes, une fois dans sa vie, s'est dit d'avoir observé une discrimination sur son lieu de travail.
ou encore, sur l'année précédente. Et donc, pour les échanges avec nos invités, on a ce soir des invités de marque, De luxe. de luxe même, et on est heureux qu'ils essuient les plâtres de cette Ah, mais avec grand de plaisir. ce premier live pour le média Faire Mieux. On accueille bien sûr Farida de Femmes en Fil, donc un atelier textile solidaire qui allie à la fois insertion et savoir-faire dans le respect de l'environnement. Et puis, on est vraiment très heureux de te recevoir ce soir. Merci William. Côté, à nouveau, association, on a ici avec nous Lionel. Lionel qui est médiateur et donc qui a cette habitude-là tous les jours de pouvoir voir au plus près comment résoudre des situations et d'échanger avec sur les questions à la fois sensibles mais aussi de vie quotidienne ou permettre de régler les problèmes. Et on est content de t'avoir. Je te remercie beaucoup pour l'invitation, William, et je vous dis bonjour à tous d'ailleurs. Et j'espère que cet échange sera très intéressant pour nous et pour ceux qui nous suivent. Super. Côté, donc, on a voulu un plateau à la fois d'un côté association et aussi donner la parole aux militants de la France Insoumise. Ce soir, Mago, le S. on reçoit Irina Yahi et j'espère que vous lui ferez un tonnerre de commentaires et d'encouragement pour ce live. On est content de t'avoir. Tu as 18 ans. 17 même, et donc bientôt. Et tu t'occupes, et tu es fondatrice du collectif des jeunes des Dervaliens. Ouais, exactement. Et je suis aussi chez les Jeunes Insoumis, bien évidemment. Ah bah oui, on les salue bien, et les jeunes insoumis sont aussi un peu présents autour et ont participé à l'élaboration de montage et d'aller au plus près des gens pour aller voir les témoignages, on en retrouvera. Et puis, je reçois quelqu'un avec qui je passe très 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 souvent du temps à échanger sur le terrain, ma co-animatrice du groupe d'action Nantes-Centre, qui est formatrice à l'Institut national supérieur du professorat. Et donc, en fait, tu es prof de futur prof. Voilà, je suis prof de prof. Je forme les profs des écoles et les profs du secondaire, donc de collège et de lycée. Et donc, comme j'ai été moi-même prof et je vois toujours également des élèves, parce que parfois on pense que prof de prof, ça ne voit plus d'élèves. Si, si, on voit toujours des élèves. Et je suis, donc voilà, je peux parler du ressenti des parents, par exemple, du ressenti des élèves. Enfin voilà, et on forme les profs d'ailleurs à faire attention à l'inclusivité de toutes et de tous, hein, des élèves comme des parents d'ailleurs. Ouais, donc c'est vraiment pratique qu'on t'ait aujourd'hui. Également, dans des activités à la France Insoumise, tu es députée suppléante de la seconde circonscription de Loire-Atlantique, donc c'est la circonscription entièrement nantaise. Et aussi, on est encore en binôme, co-référent des relations unitaires pour la France Insoumise 44. Soumise pour le département, en effet. Alors, donc, dans le chat, est-ce qu'on a quelques questions qui vont arriver? Non, je vois beaucoup de choses. Bon, vous avez parlé du micro. Je vois pas mal. Donc, on a réglé ça, ce problème-là. Vous ne deviez peut-être pas entendre au départ. Mais je pense que ça devrait être fait. J'ai un Irina en force, c'est le feu. Irina, la star de Lente. C'est tout le quartier des Dervaliens qui est derrière. Ma star purée. Big up Irina. Non, mais vrai, vous avez exactement super bien Irina. Ouais, bravo Irina pour ton engagement. T'as même pas encore parlé que la réputation te précède. Alors, je vais lancer cette question dans un premier temps. Vous, du côté des associations, aujourd'hui, qu'est-ce qui, selon vous, définit concrètement une ville qui est inclusive, donc qui fait attention à tous, une ville pour tous, et quels obstacles majeurs vous pouvez rencontrer au jour le jour? Par exemple. Je te remercie, William, pour la question. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs inhérents au sentiment de discrimination et il y a plusieurs formes d'agression, qu'elles soient conscientes ou non conscientes, qui permettent de se sentir dans cette situation-là. Je vais commencer par les femmes parce que je pense que c'est le sujet le plus prégnant dans un quartier, qui est de remobiliser l'espace pour les femmes, qu'elles puissent y accéder librement, se sentir en liberté. Et c'est un sujet qui est beaucoup abordé aujourd'hui dans nos quartiers.
Et c'est un sujet qui est essentiel parce que, redonner la place, aux femmes dans notre écosystème, c'est aussi nous pouvoir en profiter et aux enfants et à tout le monde qui en découle. Il y a aussi, le fait de pouvoir s'accaparer l'espace et aussi de pou si on sait prendre, l'espace extérieur, on sait aussi prendre l'espace, partout où on en a besoin, parce que la peur inhérente sur laquelle on essaie de travailler, c'est aussi cette peur, cet espace, il est pas fait pour moi, je peux pas y aller. Là-bas, je me sens, un peu différent, donc je vais pas y aller. Et aussi, le message qui est envoyé de l'autre côté, est-ce qu'on prête attention à se dire, «Est-ce que tu veux bien venir, te joindre à nous?» Il y a tout ce travail social à faire, qui est à faire, des 2 parts, donc qui fait rentrer aussi en compte une question de pédagogie. Il y a bien sûr, la forme, d'exclusion, sociale ou, raciale qu'on peut voir aussi. Elle se manifeste de plus en plus, hem, pas de manière directe, pas de manière frontale, mais, finalement, est-ce qu'on peut se poser la question de savoir, comment rendre plus ouverts, certains concepts ou certaines manières de travailler, que ce soit politiquement, socialement, de manière associative, pour qu'elles soient, plus inclusives pour les gens. On pourrait parler d'éducation populaire, par exemple. Est-ce que l'éducation populaire qui a été créée, il y a un siècle, je pense, est toujours actuelle aujourd'hui et dans son, application, répond toujours aux besoins, de tous les quartiers? C'est une question à se poser. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui peuvent apporter une nouvelle, éducation populaire? Est-ce qu'ils peuvent l'enrichir? Est-ce qu'ils peuvent, l'agrémenter pour qu'elle soit, encore plus forte et plus compréhensible des personnes de leur génération? C'est une question à se poser. Est-ce que dans les quartiers, qu'on fréquente et est-ce que dans les tiers-lieux globalement, bien sûr, dans beaucoup de travail, on voit des personnes, qui travaillent sur des fonctions de petites mains, mais est-ce qu'on les voit, à des fonctions de direction? Est-ce qu'on les voit à des fonctions, du coup, de management? Est-ce qu'on les voit à des positions qui leur permettent soit de monter un projet, de le faire avancer? Est-ce que cette chance, elle leur est aujourd'hui permise? C'est ça la question qui se pose aujourd'hui, c'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui quand je vais voir, mes environnements politiques, je vois de la diversité? Pourtant je suis dans un quartier divers. Est-ce que, quand je vais voir, les institutions, je me sens représenté? J'adorais me sentir représenté, comme, Irina aimerait se sentir représentée, comme d'autres femmes ou d'autres hommes souhaiteraient se sentir représentés. Parce que se sentir représenté, c'est aussi avoir ce déclic qui se dit: «Waouh, c'est possible». On sort du domaine de l'imaginaire, du domaine, de l'impossibilité pour se dire: «Aujourd'hui, regardez, c'est arrivé. Il y a une vice-présidente, qui est noire, à l'Assemblée nationale» et j'imagine le nombre de petites filles qui regardent ça et qui se disent: «Waouh, c'est possible alors?» et du coup, qui vont se lancer dans des études ou dans des choses importantes, impactantes pour pouvoir aussi représenter ou se sentir représenté et alors j'ai une approche, en tant que médiateur qui je dirais pas qui est nouvelle parce que je pense que finalement on travaille beaucoup sur, des sujets qui sont similaires avec des points différents. Je pense qu'il y a souffrance aujourd'hui et il y a souffrance de partout. Donc que je sois homosexuel, que je sois noir, que je sois, une petite main dans un quartier et je pense que les problèmes, ils sont pas les mêmes en fonction de la classe sociale et je vais t'expliquer. Bah, être une femme voilée dans un quartier, c'est pas la même chose qu'être une femme voilée, à Nice ou devant, voilà, ou au centre-ville. Il y a ce rapport quand même de penser que tout le monde est logé à la même enseigne et je n'en suis pas sûr. Je pense que dans les quartiers populaires, ce problème est beaucoup plus prégnant parce qu'il y a tout l'environnement qui va avec et du coup, pour soutenir tout le monde, il faudrait déjà pas reconnaître qu'il y a souffrance et que chacun est soumis à un regard de la société de par c'est presque, du Sartre, un huis clos. D'ailleurs,
Ce que je peux vous donner finalement un peu la parole de façon croisée, Irina, justement, des lieux où on se sent représenté, pour toi, existe-t-il en soi, ou quelle expérience tu peux nous amener vis-à-vis de ce que tu peux voir en étant fondatrice de ton collectif? J'ai pas compris, tu peux répéter ta question? Est-ce que dans les institutions, tu sens qu'aujourd'hui, la représentation, c'est même pas encore un sujet et qu'on en a vraiment besoin de le mettre au centre du jeu? Bah, après moi, en fait, la représentation pour moi déjà c'est fini ça, la représentation. Pour moi, c'est vraiment en fait, déjà la personne qui est censée nous représenter est censée être, la une personne qui fait partie de ces personnes-là qui en souffrent, comme tu le dis et donc moi, en fait, en tout cas, moi, je préfère être représentée par quelqu'un qui vit les mêmes problématiques que moi, car comme je le dis, seules les personnes, en fait, qui vivent les problèmes qu'ils confrontent, seuls eux peuvent trouver la solution à ces problèmes-là. Donc, moi, là, j'ai un peu du mal avec le terme représenter. J'ai du mal un peu avec le terme aussi porte-parole. Enfin, en fait, moi, si une personne nous représente, c'est que cette personne-là, en fait, on l'a côtoyée, on l'a connue, on sait qu'elle a vécu la même chose que nous et on sait qu'elle nous comprend, tu vois? Mmh. Et donc c'est pour ça que pour moi, représenter, c'est fondamental, en fait, que cette personne-là soit, dans la même situation que les personnes qu'elle représente. Ouais. Et sur le collectif que tu as voulu créer, Ouais. c'est clairement parce qu'il y avait un manque. Est-ce que tu pourrais revenir aussi sur le fait de qu'est-ce qui étaient les motivations au final quand tu t'es retrouvé finalement à se dire mais en fait il faut que je crée ce collectif de jeunes des. Bah, en fait, nous, en fait, nous, les jeunes de quartier populaire, on a grandi, en fait, avec, les maisons de quartier, les centres socioculturels et au fur et à mesure des années, en fait, on sent que, voilà, c'est plus adapté aussi à nos besoins et qu'on grandit, en fait et le moment du covid, en fait, a tout gâché, en fait, dans notre, envie de savoir, dans notre culture. Ça a tout impacté, en fait et jusqu'à maintenant, en fait, le quartier où on vit, en fait, peine à se relever, de cette maladie et en gros, en fait, on a eu une baisse de subvention, à la maison de quartier qui fait que, d'un coup, en fait, les sorties, laser game, les sorties, autres parcs dans notre quartier, et ben, en fait, sont retrouvées très étroites et très diminuées, ce qui nous a poussé clairement, en fait, à laisser, à vide, les maisons de quartier et à laisser, en fait, sans vie les maisons de quartier. Les maisons de quartier j'ai l'impression que la maison de quartier, que je fréquente, elle a arrêté de vivre depuis 2021 et pour moi, ça me fait mal au cœur et en fait, j'ai créé le collectif parce que des jeunes se plaignaient, en fait, de pas voir autre chose. Ils ont l'impression d'être censurés de la vie parce que, voilà, on habite dans une ville où, voilà, on sent très bien qu'il y a un fossé, en fait, entre les quartiers populaires et le centre-ville. On sent qu'il y a un fossé et la mairie ne fait rien pour améliorer ça parce que, les personnes qui habitent en quartier populaire, quand elles font des demandes de dérogation pour aller en centre-ville, il faut vraiment qu'ils aient une raison béton ou juste, Là, tu parles de la scolarité? ouais, exactement. Parce que, en fait, on nous renvoie toujours à ce qui est à côté de chez nous, ce qui est logique. Mais dans ce cas-là, pourquoi fermer, des collèges pour cause de communautarisme? Collège Rosa Parks. Je trouve en fait, la mixité sociale, ça ne va que dans un sens. La mixité sociale, en fait, elle va que dans un sens et je trouve ça, heu, horrible parce que nous, en fait, c'est que nous, on est ouverts à parler, à être en centre-ville et à découvrir de nouvelles choses parce qu'on ne demande que ça et pourtant, en fait, on voit les mêmes choses, on vit les mêmes choses. Et le collectif, en fait, c'est le but du collectif, c'est vraiment, en fait, de voir ailleurs et de voir que partout où on ira, il y a des personnes comme nous et que le jour où on réussira à faire quelque chose ensemble et à s'organiser, ça sera une pression nationale et qu'on arrivera à faire quelque chose de grand. Bon, c'est vraiment très intéressant. C'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport à ce que, voilà, après le Covid, finalement, les promesses d'avant ne sont pas revenues. Et tu t'es dit, c'est à moi, finalement, d'aller vers ce qui n'existe plus. Et ce qui est assez terrifiant, puisqu'en fait, la marche de l'histoire veut qu'on aille vers du progrès et vers toujours plus d'accès pour tous et universel.
Et là, en fait, c'est malheureusement à toi de faire ce qui n'a pas été fait. Et c'est tout à fait admirable. Et je voulais en fait, juste retrouver en fait cette sensation d'être avec du monde parce qu'en fait dans le quartier, on nous a appris en fait, parce qu'on a un mode de vie en fait qui est assez compliqué aussi, il faut se le dire. On a cette pression, mentale, qui est de l'école parce qu'on fait tout pour quitter, bah, le quartier. Parce que, bah, à l'école, si on n'excelle pas, on risque de finir, là où on est et on sait très bien à quel point c'est compliqué. Donc on a la pression scolaire, on a la pression au travail, on est une charge en plus, en fait. Et le fait de penser, à faire des choses dans le quartier, de penser, à autre chose que déjà notre propre vie, c'est assez compliqué, en fait. Et en fait, ça nous du coup, en fait, il y a peu d'action, il y a peu de mouvement, en fait, dans le quartier depuis. Et j'ai juste voulu, en fait, retrouver ces moments-là qu'on avait d'avant où on était tous ensemble et qu'on créait, qu'on pensait, et là, en fait, j'ai l'impression que plus on avance, plus, en fait, notre créativité disparaît. La créativité, c'est un mot assez intéressant pour pouvoir te passer la parole également, et merci Irina, te passer la parole, Farida, sur les femmes en son association. Et comment c'est venu? Et est-ce qu'aujourd'hui, justement, pour poursuivre la discussion qu'Irina a amenée, c'est un lieu où finalement on se retrouve? Oui. Donc du coup, moi, voilà, je m'appelle Farida, je suis directrice et fondatrice de l'atelier d'insertion des femmes en fil, qui est, un atelier qui insère les femmes, de tout horizon et de toute origine pour les emmener vers un emploi durable et pérenne. On existe depuis 2009. On a vu effectivement un vrai changement des publics qu'on accueille, une vraie modification. Mais pour en revenir à ce que disait Irina, alors oui, je voulais dire un truc important. Je ne suis pas LFI, je suis apolitique, hein. Je Oui, suis oui, là c'est par bien. rapport aux propos qui est le quartier populaire et Bien sûr. effectivement l'absence de médias parce que à part le sensationnel, ce qui se passe dans les quartiers, ça n'intéresse pas beaucoup la presse et que bon, ça on le sait aujourd'hui. La représentation aussi qui était importante que tu vois, tu disais Lionel et Irina aussi. C'est vrai que quand on allume la télé, on voit pas des personnes qui nous ressemblent, il y a pas de représentation et peu importe où moi je vais, je vois peu de rebeux. Voilà, que ce soit dans les postes de direction, dans les postes, chez les notaires, chez peu importe les différentes strates dans lesquelles je peux évoluer, je vois pas de beurette, voilà. Alors qu'on est quand même en 2025. Donc ça, quand j'avais 16 ans, 17 ans, je peux comprendre parce qu'on était la première génération d'immigrés et que nos parents avaient un tel poids par rapport à cette histoire d'intégration que du coup, eux courbaient tellement les chines que nous, on savait pas trop où se placer et on était plutôt, déracinés. Mais là, aujourd'hui, en 2025, je comprends pas que comme aux États-Unis ou ailleurs, on représente pas plus les minorités ou les fils d'immigrés qui ont été d'ailleurs amenés ici, par, les Français. Mais en même temps, tant qu'on a encore un déni de la France-Afrique, de toute façon, ça va être compliqué de reconnaître l'immigration et la richesse qu'elle représente, parce que c'est vrai que pour beaucoup quand même de personnes, l'immigration est le problème, alors qu'en réalité, c'est la solution. De toute façon, démographiquement, il y aura pas le choix. Avec le métissage et les, 1, je sais pas combien d'enfants par Français, voilà. L'immigration est la solution. Mais, pour en revenir à la créativité, le fait bah, de toute façon, la créativité, l'avantage, c'est qu'on peut tous être créatifs, hein, même un expert comptable est créatif. Donc ça, c'est le droit qu'on peut s'octroyer, chacun d'entre nous. Hem, C'était la difficulté dans les quartiers au départ, la question? Oui, oui, ce que tu peux rencontrer Ouais? bah, finalement grâce à ton Zéro association. difficulté. Alors Ouais. nous, on est vraiment, vraiment privilégiés. Non, c'est pas vrai. Mais c'est à peu près les mêmes difficultés. Moi, j'ai grandi dans les quartiers nord et c'est à peu près les mêmes difficultés qu'il y a 50 ans. Oui, ça n'a pas beaucoup changé. Bon, on sait que l'ascenseur social est toujours en panne, ça, il n'y a aucun problème. On a même Mais régressé, Hum on a même régressé. Ouais, je sais pas trop, parce qu'à notre époque, nous, c'était quand même chaud pour Police sortir de du quartier. proximité, tout ça. Tu vois, aujourd'hui, il y a quand même, une vraie volonté de desserte au niveau des transports en commun. Nous, à Ouais. notre époque, dans le quartier, il y a que les filles qui arrivaient à s'en sortir parce qu'on faisait du stop. Et les mecs, ils sont restés coincés dans le quartier et soit ils ont fini en zonzon, soit ils ont fini,
dans des mouvements extrémistes ou soit, tu vois, mais il y a eu très peu de gens qui sont sortis du quartier. Aujourd'hui, on se retrouve, il y a Radia qui sera là tout à l'heure. Voilà, enfin, je veux dire, on est peu de personnes à être sorties du quartier parce que tu avais même une volonté de nous ghettoiser. Aujourd'hui, je trouve que quand même il y a une volonté de créer des passerelles entre le centre-ville et mais après, de toute façon, les frontières, avant tout, elles sont intrinsèques. Elles sont sociales. Elles sont intrinsèques. C'est-à-dire que si déjà à l'école, on tu traité d'une certaine façon et cetera, ces frontières-là, elles sont déjà avant tout dans l'esprit des personnes qui t'entourent et dans l'éducation qu'on va te donner. Moi, aujourd'hui, je trouve que dans les écoles, franchement, si j'avais eu la même école, quartier nord, j'aurais été contente. Moi, mon fils, il est à Plessis-Cellier, il est en REP et franchement, c'est assez incroyable. C'est franchement, je sais pas pour toi, Irina, mais moi, je suis assez bluffée par rapport à nous, les dispositifs pourris qu'on avait, mais c'est incomparable, hein. Vraiment, je suis contente qu'ils soient en REP, hein. Ils seraient à Butte-Sainte-Anne, ils seraient en grande difficulté. Donc, franchement, merci REP pour ça. Par contre, c'est vrai que, pour ce qui est de l'accès au logement, l'accès à l'emploi et cetera, alors là, faut vraiment pas se leurrer. C'est pourquoi est-ce qu'on est toujours sur le même type d'entrepreneuriat dans les quartiers, hein? C'est pas parce que les gens sont cons, hein, c'est parce qu'aussi ils ont été éduqués pour être des exécutants, parce qu'il faut aussi dire que quand même à l'école, au niveau de l'éducation, c'est quand même enfin, je trouve que notre système scolaire est quand même obsolète et que on n'ouvre pas beaucoup les esprits, on n'ouvre pas beaucoup les écoutilles, et surtout, il n'y a absolument pas de transversalité, il n'y a absolument pas de porosité entre le monde économique et le monde de l'école. Donc de toute façon, les gens, au moment où ils sortent de l'école, franchement, le monde économique, c'est un truc, c'est un objet, c'est un ovni. Et c'est assez compliqué de se dire, allez, je m'improvise super salarié de l'année ou je m'improvise super entrepreneur de l'année. Donc c'est pour ça qu'on est aussi un peu toujours sur le même type d'entrepreneuriat dans les quartiers. Mais bref. En attendant, les femmes en file, je vais revenir à ça. Nous, on est sur un public effectivement de femmes et qui effectivement sont quand même victimes de préjugés, hein, que ce soit pour trouver des appartements, comme, par rapport aux enfants, des signalements à l'école que moi je trouve abusifs, que j'ai pu observer même, dans notre propre école ou dans la même classe, et j'ai vu 2 comportements similaires et par contre j'en ai pour un, j'ai vu un signalement et pas pour l'autre. Voilà, et sur, 5 couturières d'origine africaine, subsaharienne, donc des femmes de couleur, noire, eh bien, il y en a 4 qui ont eu des signalements à l'école. Donc c'est vraiment sûrement le fruit du hasard, mais je trouve ça un petit peu étrange. C'est le fruit de la couleur. Ouais, c'est ça. Je trouve ça étrange qu'il y ait autant de signalements et tous parce que du coup on a suivi les enquêtes, on les a soutenus. On a fait appel au FEVIP, on a fait de notre mieux pour pouvoir les entourer parce que, du coup, pour ces femmes-là, c'était une grande source de stress. Et puis après, tu sais, c'est la rumeur, on va te retirer ton enfant, alors que, bah, de toute façon, là, eux, ils sont à la rue eux-mêmes, donc ils vont pas retirer ton enfant comme ça. Mais au bout d'1 an d'enquête douloureuse, finalement, il y a strictement rien, c'est pas construit et il y a pas d'excuses non plus. Donc, on crée aussi des souffrances par rapport à des modèles de vie qui sont incompatibles parce qu'elles arrivent d'autres ethnies où on éduque les enfants d'une autre manière. Elles n'ont pas les codes et pour ces raisons-là, eh bien, du coup, elles sont, un peu, diabolisées, quoi. Bref. Donc, donc oui, nous, nos publics, en tout cas, rencontrent des difficultés, mais c'est aussi pour ça qu'elles viennent chez nous. Mais après, nous, on leur donne tous les outils possibles par rapport à la connaissance. Ça commence par la connaissance de soi, la responsabilité, la responsabilisation et le fait d'être bien conscient que, en fait, rien ni personne n'a de pouvoir sur toi, en fait, hein. Le seul pouvoir que tu as, il est sur toi et personne n'a de pouvoir sur toi, et que donc du coup, ta vie, tu peux en faire ce que tu veux et bien sûr que tes rêves, tu peux tous les réaliser un par un. Il y a pas de peu importe et qu'il y a pas de petits rêves et voilà. Donc voilà pour ce qui est des femmes en file. Je vais laisser la parole aux autres peut-être. Merci Farida. Bah, moi, je voulais passer la parole à Marina, parce que je sais que tu es une femme de terrain qui En fait, je vais rebondir Ouais, vas-y, toute seule directement, comme bien une sûr. grande. Hein. Bien sûr. Je te passe En la fait, parole. alors, ouais, je peux pas rebondir sur tout, mais par rapport à ce que tu viens de dire, Farida, voilà, très clairement, hein, dans la formation en tout cas des enseignants, on est très conscient, en tout cas moi je le suis, de la nécessité de déconstruire les préjugés, hein, des biais qui sont racistes, mais de la part de gens qui ne pensent pas l'être.
Oui, hein. qui ne le sont peut-être pas. En fait, je fais souvent le parallèle avec le sexisme ordinaire. Mmh. Voilà, on a tous des amis, masculins notamment, hein, qui disent, «Je suis féministe», et qui pensent réellement l'être. Et de la même manière, je pense qu'il y a sans doute un parallèle à faire avec le racisme ordinaire, de la part de gens qui pensent ne pas être racistes, hein, et qui n'ont juste pas conscience, qu'ils ont des biais, Mmh. et notamment à l'égard des parents, d'enfants racisés, heu, qu'ils considèrent inconsciemment en réalité, hein, que ces parents-là, ont, des pratiques éducatives différentes. Heu, mais c'est valable pour les parents racisés, mais c'est valable aussi pour les familles monoparentales, hein, pour les femmes qui élèvent seules leurs enfants, voilà, on a tendance à penser, alors je parle des profs parce que voilà, je les connais bien, mais c'est, je pense de manière générale, ça concerne également, d'autres professionnels, hein, qui peuvent être, des professionnels, Les institutionnels, AS, l'assistante voilà, tout à sociale. fait. Donc je fais ce parallèle-là et oui, on vit dans une société, heu, clairement discriminante en fait, et qui a tendance à, mettre les gens dans les cases. Heu et pour les institutions ont tendance d'ailleurs, hein, et c'est pas anodin, à parler de public, hein, et donc on parle de public différent, et cette notion même de, public différent, ça dit quelque chose. Ça dit qu'on met des gens dans des cases, voilà. Et donc oui, déconstruire les préjugés, et ça commence déjà par, s'avouer, reconnaître, tout un chacun, qu'on a tous des biais. Voilà, et vraiment je fais le parallèle entre le racisme et le sexisme parce que je connais beaucoup mieux en tant que femme blanche le sexisme que le racisme, et je m'aperçois tous les jours, que, pourtant, le sexisme, enfin voilà, ça fait quand même maintenant, allez, 30-40 ans, hein, qu'on lutte contre. Eh bien non, en 2025, au quotidien, des camarades, parfois même dans le milieu militant, se pensent féministes, antisexistes et pourtant, ont des réflexes de sexisme ordinaire. Et donc je pense que nous, en tant que blancs, on doit. Ça a interrompu une discussion vraiment très très intéressante aujourd'hui. Ce qu'on a fait un peu tous les quatre là, enfin, vous avez dressé finalement le portrait de ce qui se passe aujourd'hui, à la fois sur ce manque de représentativité, ce manque d'inclusivité aujourd'hui, des différents biais que peuvent avoir la société les uns envers les autres. Du côté des solutions, réellement aujourd'hui, on est vraiment en attente et faire mieux, c'est toujours ça, hein. C'est un peu quand je demande à quelqu'un d'écrire un article, c'est dresse-moi le portrait de la situation et puis dis-moi ce qui serait intéressant demain à réaliser. Et une question voilà, que j'aimerais vous poser à tous les quatre. Aujourd'hui, en ayant dressé le constat finalement qu'on a eu, c'est demain, de quoi on a besoin pour que la ville soit inclusive. Parle à moi. Par exemple, Ok. Là, c'est mon moment, t'as vu? c'est ton moment. Tu te ra- Et moi, tu te rappelles quand on s'est vu pour faire mieux? ouais. Tu m'avais demandé, ouais, du coup, t'as des solutions. Je t'ai fait, ah, 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 et t'as pris le temps de tu m'as laissé réfléchir. le temps de bosser là. Oh, punaise, trop Tu bien. m'as laissé le temps de bosser. Bon, bah, je suis content. Donc, moi, comme vous êtes au courant, j'ai créé le collectif JDD. Et en fait, pour moi, qui est des structures comme celle-là dans des quartiers populaires, ça pourrait vraiment aider en fait à l'imagination, l'envie de voir autre chose, et du regroupement aussi des jeunes, pas qui ne soient pas isolés en fait. Et donc déjà avoir des structures comme ça dans des quartiers populaires, ça pourrait vraiment aider quoi. Ensuite, faire un faire une pression nationale en fait pour que les quartiers populaires aient accès davantage accès à la culture, recréer des liens entre les associations afin de faire de grands projets pour nous et par nous.
Parce que en fait, on savoure mieux le confort qu'on vit quand ça vient de nous. Vous comprenez? Et donc, moi, le fait que, pour moi, c'est très important que les choses viennent de nous, parce que, comme je l'ai dit là, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est super important que ça vienne de nous, parce qu'il n'y a que nous qui connaissons, en fait, pratiquement la problématique qu'on reproche à cette société. Et donc, ça serait bien aussi, en fait, de créer des endroits safe pour les jeunes, pour toutes les personnes du quartier, en fait, pour réfléchir à cette thématique, en fait, de l'isolation sociale et aussi de la répression sociale qu'on subit dans les quartiers, hein. Parce que les descentes de police, les bavures policières, tout ça, en fait, c'est des choses normalement qu'on ne devrait pas subir. Et donc, nous, on se rend pas compte, parce que, comme je vous dis, on a un mode de vie, en fait, qui va vite et qui ne varie pas et qui ne change pas, parce qu'on n'a pas le choix. Si on n'a pas ce mode de vie-là, on ne vit plus, on ne paye plus le loyer. Et en plus, avec nous, ça va très vite, ce genre de truc. Ça va très vite, ce genre de choses. Et donc, le fait que, déjà, ils coupent les subventions à la région, hein, Christelle Morancé qui a coupé 75%, 100 millions, ouais, 100 millions d'euros, dont 75% en fait de culture. Je trouve ça aberrant, parce que déjà que nous, dans les quartiers populaires, on manque on demande de la culture. Donc si toute la région n'en a pas, c'est nous qui avons le plus à perdre. Et donc je dis que la solution, c'est de créer des groupes de thématiques qui viennent de quartiers populaires et où leur voix compte, et ça sera à eux-mêmes de porter cette voix et non à des porte-paroles. C'est ce qui est important, parce qu'on n'ose pas s'affirmer parce qu'on vient de quartier populaire. En fait, là, il faut les choquer. On est dans une génération, il faut les choquer. C'est fini les trucs de porte-parole, les blancs qui viennent nous trouver des solutions. C'est fini tout ça. On peut se débrouiller tout seul. Et c'est là que les partis politiques de gauche interviennent, avec votre soutien, votre engagement. Et c'est comme ça qu'on y arrivera à avoir une société où les quartiers populaires ne se retrouvent pas délaissés. Excuse-moi, je suis un peu énervée. Non, mais t'as raison. Je suis sous tension. Ça fait plaisir à entendre. Il y a des colères saines, des énervements très Et tu sains. peux être très en colère contre Christelle Morancet, parce que dans le chat, là, on nous le dit. Bon, désolé, vous avez entendu ma respiration, a priori. Je sais pas si les problèmes de micro sont revenus. Bah, je vais essayer d'arrêter de respirer. Je vais pas réussir à faire le bout. Mais non, clairement, Christelle Morancet, tu peux être aussi très en colère, parce que là, c'est une attaque à la jeunesse qui s'est passée en règle, hein. Toutes les subventions de la région supprimées. Tu l'as dit, 73% à la culture, mais également, on arrête de subventionner les missions locales au plus près pour aider À l'insertion professionnelle, exactement, hein. qui est importante. Le planning familial également aussi a été supprimé. Non, aujourd'hui, on peut être vraiment en colère des personnes qui trustent ces institutions, mais on pense bien à l'avenir, on sait justement comment pouvoir faire mieux et pas comme eux. Ça, c'est évident qu'aujourd'hui, Christelle Morancet, pour ceux et celles qui ne le savent pas, Michel Barnier, donc le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République, a demandé des coupes budgétaires à peu près à toutes les collectivités. La région Pays de la Loire a demandé c'est quand même énorme, 40 millions de suppression. Christelle Morancet a dit « Ah ben non, moi je peux faire 100 millions ». Donc elle a été rognée sur tous les budgets importants. Et aujourd'hui, on a eu énormément de gens dans la rue qui étaient plus de 2000, et puis tout le soutien qu'on a reçu à la région pour porter ça, mais qui se rendaient compte au final de l'impact de leur quotidien à travers la région, et de l'abandon, clairement, d'un point de vue de l'État, parce que l'État demande d'arrêter et de couper des subventions, alors que l'État, depuis 7 ans de macronisme, c'est 1000 milliards de dettes accumulées, et demande aux collectivités, à ceux qui sont plus près, de couper. Et justement, Lionel, moi j'ai une question
puisque il y a cet impact-là des coûts budgétaires, mais qu'on va ressentir malheureusement dans les années suivantes. On espère réellement pouvoir changer la donne. À la fois au national, on aura une députée, Ségolène Amiot, tout à l'heure avec nous, et on en parlera aussi. Mais en fait, demain, il est absolument hors de question que ça repose sur tout le monde, cet effort à faire, puisqu'aujourd'hui, la situation est déjà critique. Demain, les besoins qui ont besoin d'être satisfaits, toi, en tant que médiateur, comment on peut accompagner encore plus? Je vais revenir un peu sur ce que disait Farida tout à l'heure, qui était un bon lien elle parlait de l'aspect économique et du coup de la liberté économique, je pense, de surcroît, la liberté d'entreprendre. On parlait de créativité. Dans ce quartier, il y a énormément de talents, qu'ils soient créatifs. Il y en a qui entreprennent déjà, mais qui ne le savent pas. Vous savez, je peux aller en école de commerce, apprendre comment on fait un plan de financement et tout, mais vous savez que le commerçant à côté en bas, il le fait tous les jours, mais il sait pas mettre les mots dessus. Mais pour lui, son quotidien, c'est ça. La liberté économique, elle est importante parce que le meilleur moyen de s'émanciper socialement, c'est de s'émanciper économiquement. Est-ce que je peux vraiment imaginer me sentir libre si j'ai pas assez pour souvenir à mes besoins propres, de souvenir aux besoins de ma famille, de souvenir à mon toit? Est-ce que je me sens citoyen totalement à partir du moment où j'ai pas accès à ce que j'ai l'impression que la plupart des gens ont accès? La liberté économique, elle passe par la connaissance, par la pédagogie, par la compréhension des facteurs inhérents à ce qu'on est en train de faire. Est-ce que si je fais de la cuisine aujourd'hui, par exemple, et je le fais assez régulièrement pour des événements et autres, je peux rentrer dans une association où je peux travailler avec d'autres personnes, mais est-ce que j'ai pas vocation à créer mon statut et à apprendre à aller chercher moi-même des clients ou des personnes pour alimenter leur événement? Donc l'indépendance. Les femmes disaient il y a quelques années, et je trouve ça très intéressant, qu'elles ne voulaient pas être sauvées par les hommes, mais qu'elles attendaient, qu'elles ne veulent pas être sauvées. Elles voulaient qu'on leur donne leur place. Et je pense qu'on est là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en vrai, la question de savoir, est-ce que, Kerry James le disait aussi, donc il expliquait, est-ce que c'est l'État qui me sauve ou est-ce que c'est moi-même qui me sauve? Même plus proche de nous aujourd'hui, Session d'Assaut, ils se sont posé la même question quand ils ont fait du rap. Est-ce que du coup je rejoins une grande maison de disques ou est-ce que je crée mon propre label? Donc ma réponse à ça, c'est que les personnes ont besoin d'organisation. On a aussi besoin de connaissances, de pédagogie pour pouvoir créer et apprendre aussi à s'émanciper. On a besoin de l'État, mais on a aussi besoin de s'émanciper tout seul. Et pour s'émanciper tout seul, il faut donner aux gens le marteau pour pouvoir taper sur sa pierre. Pas lui dire s'il te plaît, passe-moi, je vais le faire à ta place. Ouais. Non, en fait, il a envie de comprendre les tenants aboutissants. Si mon papa est commerçant, je travaille dans la boutique tous les jours depuis tout petit. Donc, j'ai vu ma maman faire la comptabilité, j'ai vu le boulanger pétrir son pain le matin et tout ça. Et je cours partout et je regarde et je me rends compte. Du coup, j'apprends l'économie sans m'en rendre compte. Est-ce qu'au final, ces personnes-là, j'aimerais pas parler de comment on peut aider les gens. J'aimerais parler de comment mettre en place une pédagogie qui permette aux gens de s'émanciper. Et ce qu'on parle aujourd'hui, c'est l'émancipation. C'est-à-dire, est-ce que j'attends que tu viennes m'aider? Est-ce qu'une femme attend de l'homme qui lui donne sa liberté? Est-ce qu'un noir attend d'un blanc qui lui donne, ou un arabe qui lui donne l'autorisation? Non, la question, elle est très simple. Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que je suis capable de le faire? Dans ce cas-là, s'il te plaît, serre un peu les jambes et laisse-moi un peu de place. OK? Dans la création, c'est pareil. Et dans tous les pans de la société, c'est pareil. Pour y revenir à ta question, du coup, comment on fait de manière intrinsèque pour faire évoluer ça? Est-ce qu'un audit est réalisable aujourd'hui, par exemple, sur les fonctions de direction? Est-ce qu'on est capable de savoir, est-ce que c'est les personnes qui ne postulent pas en ayant peur, donc du coup, ils y vont jamais? Dans ce cas-là, le choix est tout à fait logique et dirigé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, en fait. C'est que du coup, les gens ne participent pas. Ce qu'il faut améliorer, c'est le fait que les gens se disent c'est possible et qu'ils se disent, bah, écoute, je vais postuler à ce job de directeur. Les gens n'osent pas, mais moi, je vais le faire. D'accord?
Donc, ou alors, est-ce qu'ils n'ont pas la connaissance, ils n'ont pas les codes. Donc, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut travailler sur les codes et leur donner les codes? Dans la vie de chaque personne, il y a des personnes qui interviennent et qui permettent d'évoluer sur certains codes, de comprendre le fonctionnement. Donc, je pense que les personnes, dans un quartier populaire, ils demandent pas à être sauvés. Ils demandent pas à être sauvés. C'est pas un Superman qu'ils attendent aujourd'hui, une Superwoman, une Wonder Woman. Pas un Superman blanc. C'est ça aussi. Mais Et- une Superwoman comme Irina, oui. Ben, en vrai, pourquoi pas. Mais ce qu'ils attendent surtout, c'est que une Superwoman ou un Superman comme Irina ou n'importe qui lui disent pas viens, je vais te sauver, tiens, je te donne ma cape, je t'apprends à voler. Et du coup, je pense qu'on est là aujourd'hui. Il y a du talent dans les quartiers. Il faut pas qu'à 16 ans, la première personne, quand tu vas demander comment je fais pour me faire un peu d'argent de poche ou comment je fais un peu d'argent, ce soit le dealer d'à côté qui réponde à cette question. Donc, ça veut dire que socialement, on fait une erreur à ne pas répondre à cette question à partir d'un certain âge. J'ai envie de gagner de l'argent, comment je fais? J'ai envie de participer à la vie sociale du quartier, de la ville, comment je fais? Ça, on y répond à peu près aujourd'hui. Il y a plein de choses qui sont mises en place. Et par contre, sur cet aspect économique, je pense qu'elle est cruciale et qu'elle permette, si tu veux pouvoir avoir le temps de penser, de te poser, de réfléchir à comment on va améliorer le pays dans 20, 30 ans, dans 10 ans, déjà, il faut que tu arrives à manger. Mm. Donc, du coup, si tu arrives pour arriver à manger, soit tu te sens tout le temps aidé. Dans ce cas-là, tu vas te rabaisser ton estime de toi assez régulièrement. Ou, dans ce cas-là, il y a une politique qui fait aussi que tu peux t'émanciper. Et ça, pour moi, c'est pour toutes les personnes de la société qu'elle est importante. On a besoin d'un peu d'aide, mais cette aide, elle doit permettre de ne plus avoir besoin d'aide. Et donc, c'est donner transférer, en fait, faire une transmission de connaissances qui permet à chacun de s'émanciper. C'est un investissement. C'est un investissement. Après, Irina, tu sais, tout à l'heure, tu disais, ouais, la gauche, ça va être bien, ils vont nous aider sur les quartiers. Il faut que tu saches que la situation des quartiers, c'est le travail et c'est le produit de la gauche. Tu vois? Oui. Ça, c'est quand même une réalité. Les dealers, cette économie parallèle qui a été développée, c'est l'éducation et c'est le travail de la gauche. Donc moi, je suis pas du tout droite, Certaines mais si tu veux, il faut pas trop être manichéenne en se disant... Non, mais... Tu vois, Ouais, moi là, je suis assez amusée parce qu'en fait, les filles, bon, je ne vais pas vous embêter, mais j'ai l'impression d'être à une réunion que ma mère faisait avec le PCF, si tu veux. Et le PCF, il est arrivé par les quartiers, par la pop, par la population. Ouais. Tu vois, et les filles sont les seules à revenir dans les quartiers parce que le PS a oublié les quartiers, bah les filles vont renverser la table et puis c'est tout. Après, moi, Mais- en fait, moi, je parlais pas d'un point de vue en mode aidez-nous. C'est que, voilà, eux, c'est un parti politique qui défend, du coup, ces minorités-là. Et s'ils prétendent les défendre, ils ont qu'à nous soutenir, et ils ont qu'à militer avec nous. Ça, c'est. En fait, c'est que s'ils sont là ou pas là, dans tous les cas, la solution, elle doit venir de nous. Et dans tous les cas, on le fera sans eux ou avec eux. C'est ça que je voulais dire. Et c'est là où, voilà, parce que là, on a un truc de la France insoumise. Et vu qu'ils sont là, ça serait bien qu'ils entendent aussi que à eux aussi de nous soutenir et à eux aussi de s'engager avec nous, mais c'est pas à eux en fait de porter notre parole et de trouver des solutions à notre place. C'est ça que je voulais dire. C'est pas à eux de faire le taf, c'est sûr. Ouais, voilà. C'est cette histoire de responsabilisation où chacun doit, tu vois, le nœud du colibri, chacun doit apporter sa petite goutte d'eau pour éteindre l'incendie. Mais en attendant, après, on a quand même un résultat et on a quand même des conséquences qui sont indéniables. Et tu vois même cette tension, parce que moi au début j'étais venue pour parler de l'immobilier sur Nantes, non pas que je sois agent immobilier, mais nous c'est la deuxième problématique après la langue française pour les femmes qu'on accueille. Et si tu veux, sur une métropole comme Nantes qui a une tension immobilière folle, mais vraiment folle, du coup, ce que moi je vois à Bellevue, le PGB, le grand projet Bellevue, pour moi, c'est un grand projet de blanchiment. Oui, C'est un grand projet. c'est ce que je dénonce. C'est un grand Bien projet sûr. de gentrification. Bien sûr. Tu Et- vois, l'accès à la propriété, désolé les gars, quand ça va sortir de terre, parce que nous on était Place Mendes France avant, ce qui va sortir de Place Mendes France, ce sera pour des blancs et des Parisiens qui peuvent pas accéder à la Exactement. propriété en région parisienne et qui vont accéder à Nantes à la propriété. Mais tous les gens qu'ils ont poussés en dehors de Nantes
Couéron et compagnie, ces gens-là ne reviendront Rejoins. pas. Oui, c'est quelque chose qu'on va aborder dans la deuxième partie Ouais. de l'émission, mais c'est important de le souligner dans cette question inclusive. Évidemment, c'est le fait aussi de pouvoir aux personnes de rester. Moi, j'ai une question pour la régie, savoir si on pourra réagir à les témoignages qu'on a récupérés sur le terrain, si on se sent prêt. Et je vais laisser la parole pendant à... que la régie regarde techniquement comment ça va se passer, je voulais répondre à ton interpellation des partis de gauche et en particulier ce soir de la France Insoumise, puisque on est France Insoumise ce soir. Oui, je partage entièrement ton analyse et on en parlait d'ailleurs avec Irina avant l'émission. Oui, la gauche a fait du mal. Oui, le résultat de la ghettoisation dans les quartiers aujourd'hui, c'est le résultat d'une politique de gauche. Voilà, c'est absolument indéniable. Et aujourd'hui, si on ne veut pas reproduire justement les erreurs du passé, ou en tout cas les pratiques de partis d'une certaine gauche, voilà, eh bien, oui, à la France Insoumise, on a la responsabilité, non pas de faire d'ailleurs une politique paternaliste où on fait pour les gens, d'accord, c'est pas la charité, on doit accompagner, intégrer, accompagner, et en fait faire en sorte que oui, on soit alors c'est des grands mots, mais pour être le plus inclusif possible, il faut laisser de la place, il faut faire de la place, ce qui veut dire que quand Irina tout à l'heure tu disais on ne veut pas être représenté, ou en tout cas je veux être représentée par quelqu'un qui a eu ou qui connaît les mêmes problématiques que moi, eh bien ça veut dire qu'un certain nombre de politiques doivent effectivement laisser de la place, ou en tout cas que les partis politiques doivent faire l'effort quand ils investissent des candidats, eh bien, que ces candidats soient les plus représentatifs possibles de la pluralité qui compose la population française. Et alors pour le coup, je suis un petit peu aussi bien placée pour en parler concernant la France Insoumise, qui n'est pas parfaite, mais néanmoins pour participer au comité électoral et donc aux investitures, à la réflexion sur les investitures des candidats. Oui, c'est c'est une réflexion et c'est un, comment dire... sacerdoce. C'est pas un critère, mais en tout cas, c'est... Alors si, c'est un critère, c'est-à-dire que en tout, c'est une contrainte, enfin c'est qu'on se donne pour que oui, il y ait des candidats qui représentent, et des candidates d'ailleurs, qu'il faut parfois aller chercher. Puisque les femmes, c'est comme parfois certaines personnes racisées ou de quartiers populaires, il y a un certain nombre de personnes qui intègrent, qui se mettent des freins, qui intègrent le fait qu'elles ne sont pas capables ou moins légitimes, ou que non, elles n'y connaissent rien. Et donc je rassure tout le monde, venez faire de la politique. La politique, en fait, c'est le fait de s'intéresser à son quotidien et de vouloir le changer. Et de vouloir le changer ensemble. C'est aussi simple que ça, et donc on n'a pas besoin d'être des spécialistes, on n'a pas besoin d'avoir fait sciences politiques pour faire de la politique, et si on veut représenter les gens, on a intérêt à être les plus pluriels possibles, femmes, jeunes, moins jeunes, avec nos expériences qui sont diverses. Je dis moi jeune à cause des poils blancs que j'ai sur ma barbe. Et donc voilà, j'insiste, oui, il ne faut pas faire à la place d'eux, il faut accompagner, intégrer, et donc aussi laisser de la place. Et là, je m'adresse parfois peut-être à des vieux mâles blancs, laisser un peu la place à des jeunes, à des femmes. Cette représentativité, de toute façon, on a essuyé ça au moment où on a voulu présenter des candidats au sénatorial, qui est quand même le pendant, et le fait que la loi aussi s'écrit à cet endroit-là. Clairement, nos partenaires arrivent à mettre des freins
et empêcher tout membre de la France Insoumise de pouvoir se retrouver là. Et donc, sans parler, enfin, je ne vais pas trop m'éterniser sur ça, puisque l'heure tourne, et on a besoin aussi de voir les témoignages qu'on a, mais clairement, aujourd'hui, cette France qui a été verrouillée en 2020 sans la France Insoumise, aujourd'hui, en 2024 ou en 2025, ou même plus tard, elle est différente. Et aujourd'hui, on a traversé aussi le Covid, tu l'as dit tout à l'heure, on a traversé quand même pas mal de choses. On est en situation, même aujourd'hui, extrêmement inquiétante de ce qu'on peut aujourd'hui, quand on ouvre la télé et les journaux, voir qu'on a besoin, on a besoin de... Voilà. Donc, le principe, et je vous remercie d'avoir pris la parole sur ça, le principe, c'était donc de CRN QPV, c'est de pouvoir donner aussi la parole aux gens sur le terrain. Nos militants sont allés à la rencontre des personnes et on tournait des témoignages. Et moi, je vous propose, et à la suite, on changera, une fois ces témoignages passés et votre réaction, on changera le plateau pour aborder la question du Grand Bellevue que tu as un petit peu soulevé, que dans le chat, en train de voir que les personnes sont friandes de pouvoir en savoir un peu plus. Donc, je vous propose qu'on regarde une petite vidéo tournée par les militants dans plusieurs quartiers de la métropole, venus à voir les personnes. Juste pour faire le lien, Oui. je me permets juste 30 secondes. Ce qui est intéressant avec ce qui sera développé dans la seconde partie, c'est aussi que justement à la France Insoumise, on essaye de mettre en application le fait de faire avec les gens et de ne pas faire à la place. Et concernant notamment les problématiques de logement dont on parlera, on est là en tant que militant pour accompagner les gens, les aider à faire, mais on ne fait pas à leur place en fait. Et voilà. Et ça, je trouve que ça rejoint la discussion qu'on avait précédemment. Très bien. Sans plus attendre, je vous propose de regarder le premier témoignage. Comment vous vous sentez dans ce quartier? Il y a eu des moments quand même délicats, mais en règle générale, on se sent à peu près bien parce que j'ai envie de dire que derrière la porte, c'est chez moi. Mmh. Je voulais vous dire que personnellement, dans cette vie de quartier populaire, je ne ressens aucune problématique. Je me sens bien chez moi. Au niveau des écoles, est-ce que vous avez... C'est juste à côté. À côté aussi. Primaire, collège. Après, moi, je suis pas collège, là-bas. Et lycée, moi, je suis juste à côté. J'ai vu même de marge, donc je suis juste à côté. Ok. C'est pratique. Sur une place où il y a le marché qui se fait, où il y a des gens qui se garent par rapport au skateboard, à la bibliothèque, pour prendre son tramway pour pouvoir pas polluer, puis avec cette vignette, voilà. Voilà. Moi, Au niveau quand même de l'école, les marchés, des commerces, des transports en commun, là aussi on se plaint pas. D'accord. Ça se passe très bien aussi. Quand Allard est devenu maire, la sécurité a augmenté, c'était de plus en plus sale dans le quartier. Et par rapport au bruit, en fait, c'est... Je trouve facilement une place de parking. Au niveau administratif, on sent qu'ils font tout pour complexifier les choses. C'est compliqué d'avoir un interlocuteur pour pouvoir débloquer quelque chose. À la maison des services, je trouve ça trop dommage que maintenant, elle soit ouverte que le matin. Savoir si vous vouliez réagir vis-à-vis des témoignages qu'on avait été recueillir sur la vie de quartier. On a besoin d'une vie de quartier, finalement, c'est un des lieux où on peut se retrouver. Aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin encore plus et sous quelle forme? Donc, effectivement, ces grands projets de l'ANRU où il y a des budgets énormes, mais où finalement, moi, je trouve que les plus lésés sont les habitants historiques. Nous, on l'a vu, là, on l'a bien vu, on va le voir encore plus avec les sorties de terre. Maintenant, comme je disais, il y a quand même des dispositifs au niveau de l'éducation qui sont vraiment à reconnaître. Après, la problématique des villes qui se veulent être la plus sexy de France, il y a un moment, à force de tapiner, on est les plus sexy, quoi, mais on a du succès, donc c'est normal. Mais cette problématique des quartiers, paradoxalement, par rapport, parce que quand même la France est number one pour aller piller les richesses dans les pays dits pauvres, mais bon, voilà. Elle est number one pour ne absolument pas accueillir les populations qui sont victimes des problèmes écologiques et des pollutions et des dérèglements climatiques et des dérèglements politiques qui sont aussi la plupart du temps causés par la France, parce que Kadhafi, c'était quand même assez édifiant ce qui s'est passé avec Kadhafi et Sarkozy. Mais
sorti de ça, moi, je trouve qu'à Bellevue, on est hyper sécure. Tout le monde me dit: «Mais moi, je comprends pas, en fait, les gens sont choqués si la porte est ouverte, si la voiture est ouverte, les gens sont choqués». Mais je dis: Mmh. «Mais en fait et j'ai jamais été aussi en sécurité qu'à Bellevue, en fait». Mais je suis allée 2 fois dans le centre-ville, il y a 1 an, à 15 jours d'écart et je me suis fait péter la vitre de la voiture, voilà, ces 2 fois-là. J'ai halluciné, je me suis dit: «Waouh, c'est fou, en fait». Mais c'est aussi lié à cette impréparation et le fait qu'on n'accueille pas les migrants et que du coup on ostracise, enfin on met tout sur le dos des migrants et il y a différents degrés dans les migrants, pareil. Mais ce problème d'insécurité, dont on parle beaucoup sur les réseaux par rapport à Nantes et qui est aussi un peu une mythologie parce qu'on amplifie toujours, c'est tellement mieux d'ailleurs. Mais franchement, à Bellevue, on est hyper sécure et après, c'est vrai que le problème de la femme dans l'espace public, il a toujours existé. On est hyper d'accord avec ça, mais là, j'ai pas l'impression qu'en fait, on est en train de retirer le problème des gars qui squattent trop les rez-de-chaussée d'immeubles. On est en train de régler qu'on efface tout et on va remplacer tout ça par des gens blancs, en fait. Voilà l'impression que j'ai, moi. Donc Moi, je voulais rebondir juste 2 secondes. On verra bien si Bellevue, c'est sécure. J'ai garé mon scooter. Si je le retrouve pas, je mets 1 étoile au quartier, hein. Après, tu viens d'annoncer là. après tu cherches la merde. Ah bah Ouais, là, j'avoue. là, on peut pas faire grand-chose. Bah oui. Si tu veux dire où il est exactement. Bon, ben, je vous remercie vraiment tous les 4. À moins que tu aies un dernier mot, mais on doit passer à la deuxième partie de l'émission. Dis-moi, Lionel. Oui, tout à fait. C'est enfin, il y a la perception d'insécurité, il y a la réalité d'insécurité. Je pense qu'il faut pas mélanger les deux parce qu'aujourd'hui, quand je vois des personnes, quand ils voient des jeunes dans la rue, ils ont peur. Il s'est pas encore passé quelque chose. On parle du sentiment d'insécurité. Maintenant, la ville en elle-même, moi je suis d'accord, Bellevue, à chaque fois que je viens travailler le matin ici, j'ai l'impression que c'est un village. Je repars le soir, j'ai l'impression que c'est encore un village. Mais je ne vois pas, du coup, ce qui se passe de mal, que ce soit ici ou ailleurs. J'en entends parler, je peux travailler très proche avec et tout. Mais finalement, il y a insécurité dans plein de quartiers de la ville. On est quand même une ville de plus d'1 million d'habitants dans la métropole. Il y a de l'insécurité, il y en a dans toutes les grandes villes de France. Maintenant, il y a les médias. Les médias aussi enfin, colportent cette insécurité parce que ça fait vendre. Soyons clairs, quand on a peur, on achète plus de médias, on suit plus ces sujets. La troisième chose, au-delà c'est l'urbanisation. Donc, c'est-à-dire comment est configurée la ville et tout ça. Et là, clairement, on peut voir que forcément, si on a des immeubles dégradés, bah, ça peut prêter à la perception d'insécurité. Maintenant, quand vous prenez les anciens du quartier, ils ne parlent pas du quartier de la même manière que les jeunes en parlent aussi. Si vous prenez une personne de 70 ans, 80 ans dans le quartier, elle va vous parler d'un village. Donc, vous imaginez pas ici à Bellevue qu'il y ait eu un village avant, mais pour elle, c'était de la terre en friche. Elle avait une vie de famille avec son grand-père, sa grand-mère, sa tante qui passaient à la maison. Bref, elle parle pas de la même ville qu'une personne de 40 ans, qu'une personne de 20. Donc déjà, de quelle ville chaque personne parle. Ensuite, on a un gros travail à faire sur la perception d'insécurité. Si vous allez dans un pays, par exemple, on n'a pas tous la même tolérance pour moi à ce qu'est l'insécurité. Si je vais dans un pays où il n'y a pas de feu, vert, rouge, bleu, je vais traverser la rue. Donc vous qui venez de France, vous allez traverser, vous allez me dire, waouh, c'est genre, vous allez apprendre à danser en fait sur le chemin pour pouvoir traverser. Par contre, quand on est en France, on a le feu rouge, on a le feu vert, tout est organisé en fait. Mais du coup, ce qu'on peut percevoir, c'est le fait d'être désorienté. Donc de plus avoir ces repères basiques qui font que du coup, on se sent dans la perception totalement d'insécurité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas insécurité. Si elle doit passer, par exemple, si on prend Nantes, si on doit parler simplement par la police, il doit y avoir un policier pour, je crois, 2000 habitants. Si vous allez dans le sud de la France,
Si vous allez à Saint-Tropez, par exemple, je crois que c'est 1 pour 76 habitants. Donc, il y a quelque chose qui est très relatif, sur lequel il faut revenir et aborder le sujet de manière sérieuse sur l'aspect psychologique, sur l'aspect, social, environnemental. Il y a tout ça qui rentre en compte dans la perception de sécurité et c'est très important de le voir aussi. Les gens vivent quand vous allez parler à chaque habitant individuellement, elle va vous raconter toutes les histoires qu'elle a vécues, que ce soit dans un immeuble parce qu'elle connaissait, son voisin, de là-haut. Bref, l'aspect social dans un quartier, il est très important et les gens ici, ce qu'ils se rappellent, c'est les émotions qu'ils ont vécues. Donc depuis petits, ils ont vu leurs enfants grandir ensemble et à chaque fois qu'il y a un bâtiment qui s'abat, bah, c'est des histoires qui partent avec. Donc la peur de la gentrification, elle est aussi, importante parce que, bah, elle est tout à fait légitime. Parce qu'à partir du moment où ceux qui viennent s'installer aujourd'hui à Nantes, c'est ceux qui ont le budget pour pouvoir le faire. Est-ce que le salaire aujourd'hui à Nantes, tout seul, te permet de pouvoir accéder à un appartement? Non. Par contre, en couple, oui, mais par contre, si tu as revendu un bien à Paris, tu peux venir ici, t'installer, acheter un appartement sans problème. Ce qui pose un problème. Donc la ville se renouvelle, OK, mais les gens qui habitent dans les quartiers, ils n'ont pas les moyens de pouvoir s'acheter un appartement dans le quartier où ils ont grandi, où ils ont vécu. Bah, donnez-leur la possibilité, sous n'importe quelle forme, de pouvoir accéder à la propriété d'un logement. Donc, soit il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Je ne vais pas rentrer dessus, je ne maîtrise pas tout à fait cette partie de sujet, je vais être transparent. Mais par contre, du coup, il faut donner le moyen aux gens de reprendre possession de leur quartier, de reprendre possession de leur ville. Ça peut être par l'actionnariat aussi. On parlait de magasins. Mais pourquoi on n'apprendrait pas aux gens à créer les magasins qu'ils souhaitent dans leur quartier et à apprendre en même temps là, je sais que j'aborde un sujet très compliqué dans dans ce sujet, mais du coup, à avoir des intérêts sur ce qu'ils mettent en place dans leur quartier aussi. Si ça se fait ailleurs, je vois pas pourquoi eux, ils auraient pas droit aussi. Ouais, bien sûr. Bah, dans le chat, on nous a dit qu'on n'a pas parlé de la répression de la police. Ouais, tout à fait et pour ça, je vais peut-être passer la parole à Irina Très bien. et pour refaire la transition, juste, pour abonder dans ton sens, hein, concernant, insécurité et sentiment d'insécurité. Alors, il faudrait une émission entière, hein, et voilà et je pense que, ouais, ce serait peut-être, nécessaire qu'on en fasse une, pour qu'on clarifie, voilà, quelle est notre position là-dessus. Mais oui, très clairement, en fait, objectivement, les chiffres de l'insécurité baissent. Voilà, sur Nantes, en fin d'année, 2024, on était à, -9 de délinquance, voilà, des faits de délinquance générale et à -13 concernant, la tranquillité publique. Donc objectivement, voilà, dire que, l'insécurité augmente, c'est faux. En revanche, il y a tout un tas de biais, et par exemple, si on sait que, si vous habitez à côté d'un point de deal, par exemple, ou si vous habitez, en face, d'un immeuble, qui est effectivement, toujours tagué, qui donne l'impression d'être dégradé, qui vous donne l'impression d'être sale, alors vous allez avoir un sentiment d'insécurité accru. Voilà, et c'est des biais comme ça, il y en a tout un tas, mais c'est pas l'objet d'aujourd'hui et donc Irina, si tu pouvais me dire, un petit mot justement puisque, voilà sur, la police et la répression dans les quartiers, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé et pourtant, la création de ton collectif est née d'un fait justement, de répression policière. Les gars derrière, arrêtez de me mettre la pression, ouais, alors ouais, j'ai eu un déclic, suite à une bavure, en fait, policière que j'ai subie dans mon quartier et en gros, en fait, j'ai vécu des injustices toute ma vie, mais c'est à partir de ce jour-là que je me suis dit: «Putain, j'ai vécu une injustice». Avant, je me suis jamais, fait cette réflexion que j'avais subi, plusieurs injustices, racistes, sexistes, tout ça et en fait, là, c'est vraiment à ce moment-là où j'ai vu mon visage, je me suis vue, en fait, et j'ai vu l'état de ma famille et j'ai fait: «Putain, je viens de vivre une injustice» et en fait, j'ai j'ai eu cette peur que ça arrive à d'autres gens, parce que moi, en fait, bah, je vous ai dit avec, les maisons de quartier qui étaient de moins en moins fréquentées, bah, du coup, les jeunes, ils restent tous dehors. J'ai eu cette peur, que, bah, eux aussi subissent ce genre de violence. J'ai en créant le collectif, en fait, j'ai voulu protéger un peu les miens, protéger un peu, ceux qui sont comme moi, qui ont grandi avec moi, pour certains et les bavures policières, en fait,
quelque chose que je côtoie tous les jours en fait au Dervalière. Je vais pas vous mentir. Et d'ailleurs, le policier qui m'a frappé se balade toujours dans mon quartier, hein. Il se balade avec son uniforme, tout bien, comme si rien ne s'était passé. Et en fait, Justice à l'œuvre. ouais, c'est exactement ça. Et en fait, je trouve que la justice est très mal foutue sur ça parce que ça a été classé sans suite et on me demande 3 000 € de conciliation avec 2 000 € de frais d'avocat, ce qui est injuste vu que j'habite dans une zone populaire. Ils sont censés faire le rapprochement, que je n'ai pas du tout les moyens de payer ça, en fait. Et du coup, en fait, comme plusieurs affaires dans mon quartier, comme plusieurs affaires de bavure policière, c'est passé à la trappe. Et ces mêmes policiers-là continuent à frapper des gens, en fait, parce que carrément, en fait, ils ont des surnoms, on les reconnaît très vite. En fait, tellement ils ont fait traumatiser toute une génération et la future génération, je ne l'espère pas, mais on est dans ce cas-là, en fait, on est dans ce chemin-là. Et là, sur les questions de bavure policière, en tout cas, je trouve que la France régresse. On commence à donner de plus en plus de liberté à des policiers. Et puis aussi le climat en fait qu'il y a en France actuellement ne fait qu'aggraver le cas en fait. Et moi, je parle en tant que jeune qui a subi ça et je souhaite en fait que l'union des jeunes de quartier populaire et l'envie de réussir des jeunes de quartier populaire arrive à vaincre cette haine et cette violence qu'il y a à la police contre eux. Voilà. Merci beaucoup, Irina, surtout que ce que tu as vécu est relativement fort et je pense qu'on en reviendra un jour. Quand tu veux. Non, mais vraiment, enfin, dans le sens où tu as décidé de te lever et cet appel à l'union des jeunes et à l'union de tout le monde contre cette injustice. Mais quand on parlait tout à l'heure de représentativité, ce que tu as vécu t'en fera une force et évidemment qu'on sera là pour accompagner cette force. Je prie tous les jours pour que le policier qui m'a frappé voit ce que je fais. Grâce à lui. Merci, frère. Tu sais quoi? Merci, tu viens de créer en fait un soulèvement populaire. Et vraiment, j'en fais ma force parce que c'est quelque chose qui m'a sauvé en fait ça. Parce que j'ai pris confiance en moi et j'ai pris confiance en mon quartier en fait. Et c'est quelque chose que pour moi, qui me manquait. Je vais pas te remercier non plus de m'avoir défiguré la gueule, hein. Je dis juste que ce que tu as fait, ça m'a rendue plus forte et ça va rendre plus fort la future génération. Et les gens sont en train de te remercier dans le chat, donc bravo. Grosse dédicace à mon pote Imran d'ailleurs. Et derrière ça, vous voyez du monde. Ça se réveille. Donc, sur ce, on a vu que, voilà, vous l'avez teasé, entre guillemets, qu'on allait voir cette question de logement et PLU. On ne peut pas parler d'inclusion aujourd'hui, finalement, sans se pencher sur ce qui est dans notre quotidien, c'est à savoir le logement et son accès décent. Et dans un monde où on a des inégalités qui explosent, le fait d'être tous bien logés aujourd'hui n'est pas le cas. Et on va y revenir avec nos invités sur le plateau. Pour permettre à nos invités de sortir, je vais vous proposer un extrait qu'on a tourné sur une campagne pour permettre à nos invités. Je remercie bien sûr.